Salam alaikum, Azul Flaoun, bonsoir. Des présidentielles à tout prix, le régime cherche une couverture pour garder l'emprise qu'il a sur les Algériens. L'appel du régime au dialogue inclusif pour discuter de la question des présidentielles portée par des personnalités indépendantes n'a pas été une concession. La décision selon laquelle les institutions de l'État n'y prendront pas part, notamment l'armée, n'est en aucun cas un gage de neutralité ou un signe de bonne foi. Le plan était de trouver avec cette conférence surtout, un alibi pour détourner les revendications principales du peuple, du Hirak, en les réduisant à l'organisation d'élections présidentielles. D'autant plus que c'est une conférence faite sous le haut patronage du régime et sous son observation. Il est évident que lorsqu'ils jugeront que les conditions de la tenue d'une élection sont réunies, avec la complicité de la classe politique et des personnalités nationales, le régime aura toute la latitude d'agir en sa seule et unique faveur. Tout ce que craint le régime, dans le cas où se tiendraient malgré tout des élections, est un boycott sans précédent des citoyens. Le régime ne s'encombre de rien et rien ne lui serait impossible. Ni le refus de l'opposition, ni la mise en place d'une commission de surveillance, d'organisation, pas même la preuve irréfutable de la fraude au vu et au su de tous. Le régime craint seulement le spectre du boycott massif, ce qui exposerait et prouverait son échec cuisant. C'est d'ailleurs ce qui le pousse à faire du pied à la classe politique, la seule à pouvoir lui garantir de survivre et de renouveler parmi les dernières boutades politiques la désignation, par exemple, de Chenine à la tête de l'Assemblée populaire, comme réponse aux demandes du Hirak. Le président du Parti de la Justice et du Développement a affirmé que majoritairement le choix s'est porté sur Chenine pour satisfaire les demandes populaires. Toute honte bue, Abdelkader Benguirina poursuit et nie une quelconque alliance passée entre son parti et une quelconque autre parti. Il explique que les alliances sont réservées aux gros poissons, ce qui n'est pas le cas de son parti qu'il qualifie de faible. Il ajoute, je cite, « Nous avons répondu à l'appel de la patrie gratuitement ». Benguirina qualifie le nouveau président de l'APN d'enfant de l'indépendance qui a participé au Hirak et qui a les mains propres. Et ceci est suffisant, selon Benguirina, pour convaincre les partis de ce qui fut l'alliance présidentielle à faire consensus autour de lui. Benguirina est encore allé plus loin en extrapolant sur des prérogatives élargies du président de l'APN, qui lui permettrait d'organiser et d'accompagner un dialogue national en substitution de l'État, avec l'aide de quelques personnalités intègres et honnêtes. Des révélations dévoilent la réalité amère de l'effondrement des devises face au dinar, que les médias aux ordres ont fait passer pour une amélioration économique. Les nombreuses mises en garde des experts ont été ignorées et cela laissait penser que le pire est effectivement à venir. La rumeur de la baisse du coût de l'euro a permis à certains d'acheter des stocks à faible prix et de les revendre aujourd'hui au prix fort, avec une marge bénéficiaire de 6 000 dinars algériens sur 100 euros. Tout ça après le mensonge de la remontada du dinar grâce aux décisions du chef d'État-major, notamment en poursuivant les corrompus. L'échec, l'incompétence de ce gouvernement dans le traitement de la crise économique a empiré les choses et la réalité est que le dinar sera encore probablement dévalué. Selon certains experts, il y aura un effondrement continu, notamment parce que le gouvernement temporaire ne prend pas de dispositions d'ordre économique. À titre d'exemple, le gouvernement temporaire a dépensé l'équivalent de 8 milliards de dollars ces 4 derniers mois, sans que les Algériens ne remarquent aucune amélioration.
Les experts disent ignorer où sont transférées toutes ces sommes, ce qui prouve que la bande organisée d'aujourd'hui n'est pas différente de la bande organisée d'hier. Respect, admiration pour Madame Abla, une citoyenne du Sud qui a remis les pendules à l'heure concernant la situation sociale du Sud. Abla fait partie de cette Algérie oubliée, cette Algérie méprisée, l'Algérie du Sud. Par ces mots, elle a posé un diagnostic saisissant et percutant. Elle a visé juste dans son sentiment de mise à l'écart, de mise en quarantaine dans son propre pays, l'Algérie. Elle a dénoncé plus particulièrement l'usage des avions de la compagnie nationale pour déplacer les supporters en Égypte. Elle a très justement demandé où étaient ces avions quand le Sud sont noyés sous les intempéries. Où étaient les avions quand le Sud avait mal des conditions de vie? Pourquoi des avions sont affrétés au moment où le Sud manque cruellement d'hôpitaux, d'universités, d'eau, de gaz, d'électricité? Ce Sud qui est pourtant la poule aux œufs d'or. Cette dame du Sud, cette compatriote, a tenu à saluer le sélectionneur des Verts, Belmadi, qui a rendu le sourire à 42 millions d'Algériens. Elle a reconnu dans sa vidéo sa compétence et souhaite que son investissement, toujours de Belmadi, dans sa mission soit un exemple pour nous tous. Au contraire, elle accuse le régime de vouloir reproduire le même schéma que celui de Derman quand ils ont envoyé les jeunes pour les distraire des vraies choses auxquelles ils devraient s'intéresser. Elle a accusé le régime de souhaiter vider le Hirak et dévoyer la cause. Abla porte et fait parler la responsabilité de la mise à l'écart du Sud d'abord à ses propres enfants qui ont, selon elle, trop longtemps attendu que l'État leur donne des droits au lieu de les arracher. Elle a conclu que le Nord et le Sud souffrent des mêmes maux et des mêmes incompétences, ce qui fortifie la foi que le changement radical est nécessaire. Une menace terroriste pèserait sur le Hirak, sur la révolution du sourire. Les relais du général de corps d'armée Gaïd Salah révèlent aujourd'hui qu'un groupe terroriste a été arrêté. Ce groupe avait, selon ses sources, l'intention d'attaquer le Hirak. Un communiqué du ministère informe qu'il s'agit d'un groupe de 5 personnes inconnues des services de sécurité. Ils auraient été arrêtés à Batna. Le communiqué précise que les 5 terroristes prévoyaient d'utiliser des engins explosifs dans les 4 coins de l'Algérie un vendredi. Le communiqué ne précise pas si d'autres groupes ont été arrêtés dans d'autres régions du pays ou pas. Et ne précise pas non plus quelles pourraient être les raisons qui poussent ce groupe terroriste à attaquer un Hirak pacifique, ni quelles sont ses revendications. Certains analystes pensent qu'il s'agit tout bonnement d'une tentative de terroriser les Algériens, les manifestants, dans le but de les enfermer chez eux et les priver de la rue. C'est la Libye idéale pour faire le lien avec les scénarios qu'ils propagent, selon lesquels des partis seraient en contact avec le réseau pro-Toufiq. Tout cela dans le but de pourrir le Hirak et de mettre fin, une fois pour toutes, à cette révolution. Pour beaucoup, la carte du terrorisme est l'ultime carte qui reste au régime, après celle de la main étrangère, après celle du régionalisme, après celle du drapeau. Mais Gaïd Salah ne savait peut-être pas que la génération de 2019 ne répond plus à ce genre de provocation. Et c'est pertinemment qui a bénéficié du terrorisme. Après tout ce qui les fait trembler, c'est un peuple qui crie à l'unisson. Et surtout ce slogan merveilleux, Daoula Madaniya, Machi Askaria. 1, 2, 3,
personnes âgées, des femmes, tous disent la même chose, la même parole. On est là, on est là, on est là. Africa, maman Africa, ils disent aussi c'est Algérie, revoilà l'épouvantail terroriste, c'est le titre de notre émission de ce soir. Et pour en parler, on a le plaisir d'accueillir ici sur le plateau deux militants des droits de l'homme. Sur ma droite, Samir Hachisha ou Samir Bellatesh, plutôt. Marhaba bik, Samir. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Sur ma gauche, Saïd Aknin, pareil, militant des droits de l'homme. Marhaba bik, Saïd. C'est un honneur et un plaisir de partager le même plateau à la fois avec Mahrez et avec Samir, deux personnes que j'adore, que j'aime, que je respecte énormément. Vous connaissez donc la troisième personne, c'est Mahrez Bouich, enseignant à l'université de Béjaïa. Mahrez Bouich, bonsoir, marhaba bik. Mes salutations révolutionnaires, cher ami. Moi aussi, j'adore, à chaque fois que vous m'invitez, j'adore vraiment partager avec vous quelques idées et bien évidemment les débats et la sympathie du débat. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Bouich, c'est un plaisir pour nous aussi. Alors, Samir Bellatesh. L'Algérie, aujourd'hui, bon, on va commencer quand même par la Coupe d'Afrique. On ne peut pas s'en passer. Alors, ce soir, c'est Algérie-Nigeria. Vos pronostics? À mon avis, on va les battre. Parce que moi, je ne suis pas très foot. Exactement. Non, je ne suis pas un grand connaisseur de foot et tout, mais j'ai vu le dernier match. Les jeunes là, de l'équipe algérienne, ils ont été combatifs, mais grave. C'est des vrais combattants. Je les ai vus à la fin du match parce que c'était des pénaltys. Ils étaient sous l'émotion, ils pleuraient et tout ça. Je me suis dit, là, il y a une envie de gagner, il y a une envie de défendre les couleurs nationales, etc. Elle est énorme. Et on ne peut que leur souhaiter de gagner. On souhaite ça pour le peuple algérien aussi, qui le mérite. Les couleurs, Saïd, on le voit en couleurs, justement, Saïd. Moi, mon cœur bat au rythme de l'équipe nationale, qui, rappelons-le, a une grande histoire. Elle vient de la période coloniale où le foot a été interdit parce qu'il était le véhicule d'un certain nombre de choses, dont la mobilisation contre l'occupant. Je pense qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit auparavant, ce qui est en train de se passer en Algérie, c'est grâce aussi à ces parlements populaires. La Casa del Moradia, elle est sortie des tribunes. Et vous savez, dans l'espoir, dans l'envie, dans mes prières, Algérie, j'aimerais bien qu'elle gagne, et nous prions pour qu'elle gagne. Mais dans le réalisme, il est vrai qu'ils ont une envie. Elle s'explique par les larmes de Belmadi. Comme quoi, exactement, le joueur qui était à côté de Belmadi, mais Belmadi qui avait dit quelque chose qui est très important. Il a dit, ce grand peuple mérite qu'on gagne la coupe. Et le grand peuple algérien mérite de gagner, bien que l'équipe du Nigeria, c'est une équipe coriace, physique, qui n'est pas tactique. Ils aiment bien shooter la balle et courir derrière. Ça va être plus un match tactique qu'un match... et l'Algérie va gagner par la détermination. Par la détermination, justement, la détermination des Algériens. On l'a vu aujourd'hui, même en Égypte, quelque part en Égypte, on parle des pyramides, mesdames et messieurs. Karim, est-ce qu'on peut voir la vidéo des Verts, justement, des Algériens? الأهرام. Vive l'Algérie, تنحاو كاع محرز بويشي تنحاو كاع même في les pyramides partout dans le monde. شفنا des vidéos au Canada, New York, à Paris, partout dans le monde. Le drapeau était là, vive l'hiver, mais surtout يتنحاو كاع en même temps. Oui, tout à fait. C'est le slogan phare de la révolution pacifique en marche que mènent les Algériens depuis le 7 février à nos jours. Aujourd'hui, les Algériennes et les Algériens prouvent encore une autre fois leur détermination, leur force, leur courage, leur organisation.
pour qu'il puisse justement mener cette révolution vers, vers sa substance réelle, à savoir un changement radical du système et l'avènement d'une deuxième république. Concernant l'équipe nationale aujourd'hui, on l'a constaté un peu partout, du moins en Algérie et ailleurs d'ailleurs, que les Algériens ils tiennent à leur équipe nationale parce qu'ils savent pertinemment que l'équipe nationale du football, elle n'appartient pas au pouvoir. C'est une équipe qui appartient aux Algériennes et aux Algériens. On garde d'ailleurs dans la mémoire la fameuse équipe de l'AILN, comme bien même cette équipe du FNN, je voulais dire, qui a fait un travail extraordinaire les années 58 et qui a combattu avec le foot aussi à sa manière le colonialisme français. Aujourd'hui, quand on voit les déclarations des joueurs et de l'entraîneur national, moi j'ai vu ses premières déclarations quand il a soutenu le peuple. C'est quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, l'équipe nationale elle n'appartient pas au pouvoir. Juste parlons du foot. Je voulais justement aussi réitérer ma solidarité aux trois supporters malheureusement incarcérés, arbitrairement incarcérés par le pouvoir algérien, pour dire effectivement une grande pensée à ces supporters. Justement, Maher, ce geste des Algériens justement aux pyramides, c'est pour ça aussi. C'est pour dire que venez nous emprisonner tous. C'est ça. C'est tous les Algériens qui scandent Itana Haouya. C'est pas une question de 3 personnes, de 3 supporters. Bien sûr. Même l'arrestation des 3 jeunes là, sur cette histoire entre l'Égypte et l'Algérie, tout aussi, c'est-à-dire pareil pour l'arrestation des jeunes fil Hirak à cause du Hirak, etc. C'est des arrestations arbitraires que les Algériens ont dénoncées. Elles sont insupportables, inacceptables, elles sont illégitimes et tout. Donc voilà, les Algériens, ils le disent. Je pense qu'ils le disent là comme ils le disent partout. Tous nos contacts nous disent ils n'ont pas à les arrêter. Les gens, ils n'ont rien fait de méchant. Sinon, on passe à notre sujet d'aujourd'hui. Donc, Samir Benatache, le régime cherche toujours une couverture pour garder son emprise justement sur ces Algériens. L'appel du régime au dialogue, donc le cinéma, les boussettes, comme disait Jamal Din Benchenouf, de Ain el-Benyan. Qu'est-ce qu'ils veulent aujourd'hui? Pourquoi justement cet entêtement d'aller ou de faire les choses dans la continuité? Je pense que c'est très significatif de ce qu'est réellement le régime algérien. Je pense que ce qui se passe depuis à peu près 4-5 mois a mis à nu le régime algérien dans sa nature réelle, ce qu'il est réellement. Et ça a montré aussi sa façon de traiter les Algériens, de traiter la question algérienne ou les affaires algériennes. Et c'est ce qu'on voit. Il ne veut pas changer le régime. Je pense qu'il ne faut pas être naïf. Le régime, il ne changera pas comme ça, sauf à les obliger à changer. Et du coup, c'est ce qu'on voit là. Ils vont nous proposer des solutions inacceptables. Ils vont continuer la fuite en avant. Et les Algériens continuent à sortir de plus en plus clairement, c'est-à-dire les revendications. Les messages sont clairs, les revendications exactement. deviennent... On les matraque. Moi, je dis, il faut continuer les manifestations, il faut continuer les marches pacifiques, etc. Parce que le régime, il ne tiendra pas très longtemps. Il est face à ses contradictions. Il a des contradictions internes, d'abord. En réalité, qui l'ont fragilisé méchamment, parce qu'il y a une guerre des clans à l'intérieur qui est méchante. Il y a un clan qui bat l'autre clan, mais il y a une guerre à l'intérieur. Donc le régime, il est fragilisé de l'intérieur et il est totalement rejeté par les Algériens. Mais comment... on dirait que le régime, il est en parallèle avec les Algériens. Mais c'est ça le problème, justement. Comment expliquez-vous justement cette logique de provocation chez le régime algérien? C'est qu'à chaque fois, on a vu Gaïd Salah qui vient nous parler des drapeaux. Il savait très bien que les Algériens sortaient tous le lendemain avec des drapeaux berbères. Et pareil pour le slogan Madania Machi Askaria. Il a dit c'est le dernier avertissement. Il savait que le vendredi, ça allait être Madania Machi Askaria. Le régime, il est face à une situation, en fait, je pense que tous les observateurs et tout prévoyaient depuis déjà un moment. Il allait s'écrouler, le régime. Il est face à ces contradictions et il est surtout face à la société algérienne qui l'a toujours maltraité et qui le rejette complètement. Donc, Jan Harwin, il est face à cette contradiction. Il va essayer de se débattre comme il peut, en fait. Il est en fin de course, il n'a plus les ressources, etc.
Il lui reste la violence, en fait. Mais très visiblement, il ne peut pas recourir à la violence pour des raisons objectives, en fait. Ça ne lui conviendra pas ce qui va se passer s'il laissait aller la violence. Ils seront, je pense, les premières victimes de la violence. Ça va accélérer leur départ, en fait. En plus, ils vont mettre en danger le pays. On imagine qu'à l'intérieur du commandement militaire ou des hauts gradés, il y a aussi des gens qui disent qu'on n'a pas laissé partir les choses dans le chaos, dans l'aventure et l'aventurisme. Donc voilà, le régime, il est face à ces contradictions. Je pense que c'était prévisible tout ça. On savait que ça allait se produire comme ça. Jana, son jour est arrivé. Voilà, on ne va pas le pleurer. Saïd Akiline, est-ce que beaucoup diraient aussi que c'est juste un alibi justement pour détourner les revendications de Hirak en les réduisant tout simplement aux élections présidentielles? Vous savez, le régime est dans son rôle. Vous permettez, dans l'interview qu'a accordé Jamel Zennati au journal, me semble-t-il, TSA, Liberté, oui. Liberté, il avait parlé d'un séquençage qui a un sens profond. Le commandement militaire, il a commencé par la méfiance, et puis la bienveillance, et enfin la défiance. Ce séquençage est très très important pour dire que le régime ne changera jamais de nature. Seulement, le régime aujourd'hui, il est en fin de course, il est en fin de souffle. C'est pour cette raison qu'il avait fait appel à son équipe de réserve politique pour essayer de nous fomenter un faux dialogue et de fausses instances, bien qu'il y a des personnes à l'intérieur que je respecte, mais d'autres n'ont été que rappelées au service télécommandé par le commandement militaire. Comment je vais faire aujourd'hui confiance à Karim Bousselem? Dites-moi comment je vais faire confiance aujourd'hui à Ben Baïbesh. Dites-moi aujourd'hui comment je vais faire confiance. Et là, j'ai posé une question sur plusieurs murs. Et là, je répète encore la même question à tous les présents. Comment vous acceptez, pour ceux qui essayent de nous convaincre d'être crédibles, d'être honnêtes, d'être au service du peuple? Parce que la différence entre un responsable politique qui veut du bien au peuple et celui qui est télécommandé par le régime, celui qui veut du bien du peuple, il prend les doléances du peuple, il les soumet au pouvoir réel, à savoir le commandement militaire. Et celui qui est au service télécommandé du régime, il prend les solutions du régime et il les soumet au peuple. Et ça, c'est une équation très facile à déchiffrer pour comprendre que le régime aujourd'hui ne cherche que des solutions pour la crise du régime. Par contre, le peuple, il cherche des solutions pour l'Algérie. Oui. J'en ai posé cette question en leur disant, est-ce que réellement, et Saïd Boudour, qui est un journaliste, un militant des droits de l'homme à Oran, avait fait une déclaration sur ces mêmes plateaux, il était au téléphone, et moi j'étais sur le plateau en disant qu'il y avait parmi les présents des personnes qui étaient invitées par les walis. Et ne connaissant que l'administration est l'instrument administratif du traficotage des élections. Juste rappeler, Saïd, cette réunion a été faite sous le patronage du régime, ça ne se fait pas cacher. Oui, mais en fait, ça pour moi, c'est un secret de polichinelle. C'est un secret de polichinelle. Et nous disons encore une fois, le véritable dialogue, il est dans la rue. C'est les référendums tous les vendredis. Et tous ceux qui vont essayer, parce que j'en ai entendu certains dire, oui, dans les années 90, d'autres dans les années 70, d'autres dans les années 2000, oui, j'étais aux commandes, mais je suis un homme d'État. Là, j'aimerais bien leur poser une question. Un homme d'État a-t-il une éthique? Un homme d'État a-t-il une décence? Un homme d'État a-t-il le courage politique qu'avait Aït Ahmed en disant « Mais non, Nzar, non, Djizar, non au sanguinaire, je ne veux pas être votre président. Vous n'allez pas me désigner. Je ne l'accepte pas. » C'est aussi ça la dignité. Un homme digne, c'est celui qui refuse les honneurs. C'est celui qui refuse les postes. C'est celui qui refuse d'être au service d'un régime et non pas au service de son peuple. Par conséquent, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est pour cette raison, nous disons, en bonne volonté, nous voulons croire qu'on reste encore à l'intérieur, de leur dire,
Vous n'avez rien à faire dans une caisse de tomates pourries. Vous allez vous pourrir au même titre que eux. Mais sinon, quand vous entendez un peuple, vous tout à l'heure, quand j'ai vu les pyramides, je voulais dire c'est une merveille qui parle à une autre merveille. Voilà, on voit les Le peuple images. algérien est une merveille. Qui parle à une merveille, c'est les pyramides. En tenant à témoin une grande civilisation et une grande histoire. C'est de grandes histoires qui se parlent. C'est les pharaons et les Algériens. Et l'Algérie, c'est une grande histoire, parce que l'Algérie, ce n'est pas simplement un territoire, un drapeau. Mais non, c'est une histoire, c'est un idéal de liberté, des droits de l'homme, du respect. C'est pour ça, dans les années 70, elle était la Mecque des révolutionnaires. Et aujourd'hui, on change les paradigmes de la révolution. Mais quand tu entends dans la rue, vous permettez, je vais citer juste quelques slogans qui ont été chantés pour répondre au commandement militaire la semaine dernière. Le peuple, il veut l'indépendance. Elle est profonde, cette phrase. Elle a un sens sismique. Elle est grave, cette Absolument, phrase. oui. Comme quoi on n'a jamais été indépendant. Dawla madaniya machi askariya. Ça, c'est de l'histoire. Ça, c'était la grande réponse, en tout cas. Ça c'est Ben Ramadan Ibn Mehdi qui parle. Pourquoi? Parce que ça, c'est le processus naturel de l'histoire. Quand des jeunes scandent, il y a le Hassan Ronjas, Mazal Kniya, Ta'bid Filgaïd, Ra'is el-Bondiya. C'est très, très sensé. Si vous voyez la maturité de ce peuple, quand ils scandent, قولوا للقايد naviguer carte Shifa, والشعب فايق هو اللي نحى بوتفليقه. C'est-à-dire tu ne vas pas nous tromper. C'est pas toi qui a enlevé Bouteflika, c'est nous, c'est le peuple. Parce que الشعب الجزائري خرج القايد من عصر الجاهليه. وكي خرج من عصر الجاهليه بغى يولي علينا عزرايل. الشعب الجزائري ما كانش حتى واحد فوق الشعب الجزائري غير الله سبحانه وتعالى. بعد واش قالوا في لي سلوغون؟ قولوا l'Algérie كبيرة jamais تموت. Vous voyez le sens profond du patriotisme, d'attachement à l'État algérien, d'attachement à ça c'est énormissime ce qu'ils scandent les jeunes. C'est énormissime. قولوا حنايا الزعامة كل شيء يفوت. قولوا لهم ما تحشوها لناش كاع بالبالون. Donc ils ont essayé, et vous savez, toute passion du peuple entre les mains d'un régime despotique, ça pourrait devenir un opium du peuple. Mais la maturité, la conscience, la grandeur du peuple algérien n'a pas laissé l'équipe nationale appartenir au régime. Il s'est approprié l'espace public, il s'est réapproprié la parole et il s'est réapproprié son équipe nationale. Son équipe, elle appartient au peuple, et ils ne vont pas hypnotiser le peuple par le sport, bien au contraire. Ils leur ont répondu dans la rue en leur disant Et en disant aussi, ما تبدلوناش السوجي. ما تبدلونا السوجي تتنحاو كاع le système dégage ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'ils ont dit encore? قولوا لهم ندوا الحريه كون واش يكون. قولوا للقايد نخرجوا كل الجمعه ما راناش حابسين وين راهي الماده 7. ما تبدلوناش السوجي الماده 7 والماده 8. Vous voyez ce degré de conscience, vous voyez ce degré d'intelligence, vous savez, impressionnant de créativité, profond de sens, élévation de l'esprit. Le génie populaire, quand il s'exprime, porte en lui les vibrations sismiques de l'être collectif, qui souhaite être le maître de son destin, l'architecte de son avenir et le joaillier de son présent. Le peuple algérien, il ne demande pas la lune. Il demande à ce que l'Algérie lui revienne de droit. Regardez la dichotomie qu'il y a entre l'aspiration du peuple à se réapproprier sa souveraineté, ses espaces, sa liberté, et un régime qui le brime allant jusqu'à nous inventer un certain nombre d'alibis, et nous y reviendrons tout à l'heure, oui. Parce que ça c'est grave. Donc, le peuple algérien, il a construit un sillon. C'est celui de la liberté. Pourquoi les ponts aériens ne les ont pas faits pour transporter les malades, pour qu'ils se fassent soigner en Suisse, comme ils le faisaient pour Bouteflika?
Pourquoi les ponts aériens ne les ont pas fait pour l'Ayachi quand il y était au bas Si c'était du pétrole, ils l'auraient cherché. Même à l'impossible mesure au-dessous du sol. Pourquoi qu'ils n'ont pas fait un pont aérien pour sauver nos frères d'Élysée ou de Janet? Pourquoi qu'ils n'ont pas fait un pont aérien pour venir en aide à nos frères et sœurs à Harraga? Oui. Pourquoi qu'ils n'ont pas fait un pont aérien? Le seul pont aérien que nous voulons aujourd'hui, c'est celui de bâtir une véritable république démocratique et humaine. Le seul pont aérien que nous voulons, c'est celui aussi de repatrier les 5 000 milliards de dollars volés. Le seul pont aérien que nous voulons, c'est celui de la dignité, c'est celui de l'Algérie, c'est celui du peuple algérien. Et le seul pont aérien que nous voulons, c'est celui de Humgal el-Harrach. Mahrez Bouich, vous voulez rajouter quelque chose, Samir? Non, c'est bon, c'est bon. Il parle très bien, donc il a tout dit déjà. Mahrez Bouich, Saïd Kineni, ici sur le plateau, disait que dans la rue, chaque vendredi, il y a un congrès. Et il y a un congrès, et c'est le congrès du vendredi, justement, qui intéresse les Algériens d'aujourd'hui. Mais beaucoup des rues aussi se posent la question, des Algériens toujours, et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai qu'on sort chaque vendredi et tous les Algériens sortent. Aujourd'hui, à Paris, Saïd, on est témoin, ils sont sortis les Parisiens ici, demain à Montréal. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est une question assez intéressante. Est-ce qu'il faut continuer à sortir chaque vendredi, chaque samedi, chaque dimanche, c'est ça? Ouais, le que faire de Lénine, bien sûr, il est toujours là. Et effectivement, le plus important pour moi, c'est que depuis le 16 février à nos jours, bien évidemment, il y a des congrès, il y a des séminaires, il y a les référendums. Non seulement le vendredi, il y a aussi le mardi de la communauté universitaire. Il y avait à un moment donné le dimanche des avocats, il y avait les lundis des médecins. Et effectivement, le plus important, c'est depuis le 16 février à nos jours, il y a beaucoup d'acquis. C'est vrai qu'on n'est pas, pour le moment, ce n'est pas assez important de faire des bilans et d'évaluations, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avant de poser la question que faire, il faut poser la question quels sont les moyens maintenant qu'il faut utiliser pour qu'on puisse justement arriver à réaliser les objectifs de cette révolution. Beaucoup de choses ont été réalisées pour le moment, même si certains ne veulent pas faire le bilan, mais quand il a entièrement raison, Saïd, quand il parlait de cette capacité extraordinaire du peuple algérien de casser le mur de la peur, de se réhabiliter des espaces publics, de marcher librement, de se réapproprier de la pratique politique, d'avoir cette possibilité d'investir un peu dans le génie populaire. Donc, ce qui fait beaucoup d'acquis qui sont intéressants pour le moment. Ça continue, la révolution, elle est populaire. Donc, elle n'est pas une révolution de salon où il faut finir, où il faut conclure avec des résolutions. C'est une révolution populaire. La révolution, elle n'est pas dans un salon ou dans une salle de fête ou dans une salle de congrès pour qu'on puisse conclure avec des résolutions. La révolution, elle est populaire. Elle a pu englober les meilleures revendications, les plus légitimes d'ailleurs. Elle a pu justement faire réunir les Algériens, plus de 30 millions, certains spécialistes parlent de 35 millions d'Algériens et d'Algériens qui ont participé aux marches depuis pratiquement le 16 février à nos jours. Donc, ce qui fait, aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est que la mobilisation qui est liée, l'organisation, elle est encore là. Et chaque vendredi, effectivement, chaque mardi, les Algériennes et les Algériens réitèrent à chaque fois leurs revendications légitimes contre le régime en place. Donc, ce qui fait les 3 revendications phares, elles sont là, elles sont pratiquement chaque vendredi, chaque mardi. On les trouve dans les débats populaires parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas oublier effectivement que l'Algérie d'avant 16 février, elle était une Algérie de la répression la plus horrible et elle l'est encore parce que le pouvoir et le système, il est là. Il ne faut pas oublier effectivement que les Algériens n'avaient pas cette possibilité pour des raisons multiples de marcher, d'imposer sa volonté populaire, etc. Aujourd'hui, on trouve effectivement que les Algériens s'organisent. Il y a des débats populaires, des débats citoyens, il y a des marches. Auparavant, on ne pouvait pas marcher à Alger. Moi, je me rappelle quand on faisait des marches à Alger, on était tout le temps tabassé. Il y avait la peur. Aujourd'hui, il n'y avait plus. Là, les Algériennes et les Algériens aujourd'hui, ils mènent leur révolution librement, malgré la contre-révolution que le commandement militaire et que les relais du système
veut imposer. Malgré tout ça, effectivement, les Algériens mènent cette révolution pacifique en marche vers un changement radical du système, parce que les Algériens, certains slogans ont été cités par Saïd, effectivement, il a entièrement raison. Ils ne veulent plus ni un changement de l'intérieur, ni les élections présidentielles sous le système en place. Ils veulent un changement radical, c'est ce qui est très intéressant. Ils veulent, bien sûr, l'avènement d'une république, d'une deuxième république, d'un état de droit, de liberté, des droits de l'homme, de séparation du pouvoir, comme tous les pays du monde d'ailleurs. Donc, ce qui fait aujourd'hui, ce qui est important, avant de poser la question le que, c'est que faire que les Algériens mènent leur révolution dignement, malgré toutes les formes de répression, malgré toutes les formes de contre-révolution, parce que nous sommes en train de vivre une contre-révolution atroce, mais malgré ça, la réponse a été claire. Donc, ce qui fait aujourd'hui, Houssine, il y a quelques évidences, parce que apparemment certains élites entre guillemets, ils veulent un peu mener aussi eux de leur façon la contre-révolution. Je pense que on est encore géré par le même système. C'est vrai, le clan de Bouteflika, il a été entre guillemets sacrifié, mais la nature du régime algérien depuis pratiquement 1962, si ce n'est pas depuis 1957 le congrès du Caire, à nos jours, elle constitue la substance réelle du système algérien. Donc aujourd'hui, je le dis, je le redis, c'est le commandement militaire qui gère. Auparavant, il gère derrière les hommes politiques, les marionnettes politiques, et aujourd'hui, il gère directement le processus décisionnel. Et je peux te le dire que pour la première fois depuis l'indépendance de l'Algérie, le peuple algérien, il confronte directement les véritables décideurs. Parce qu'auparavant, les véritables décideurs qui sont les commandements militaires et les généraux d'une manière générale, ils se cachaient derrière les marionnettes, ils se cachaient derrière les politiques. Mais cette fois-ci, depuis le 16 pratiquement, bien avant même la démission, soi-disant, entre guillemets, de Bouteflika, donc poussée par les milliers de gens à la démission. Donc ce qui fait aujourd'hui, le peuple algérien, il vit une confrontation réelle avec les véritables décideurs. Il veut plus de Hukm al-Askar, il veut prendre justement sauf que le pouvoir, lui, Mahrez Bouich, sauf que le pouvoir ou le régime, lui, de son côté, il ne reconnaît pas tout ça. Il dit que tous, enfin, même la nomination de Chennine, par exemple, à la tête de l'APN, d'après Ben Guirina, le président de parti, il a déclaré ceci, je le cite, le choix s'est porté sur Chennine pour satisfaire les demandes populaires. Donc le régime, lui aussi, il dit que nous sommes là justement pour satisfaire les revendications populaires. Même les gens de Ain el-Benyan, la rencontre de Ain el-Benyan, ils ont parlé justement de satisfaire les revendications populaires en allant vers les élections. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas dans l'obligation de lire les livres de Machiavel et de Nietzsche, de Schopenhauer et de Jean-Jacques Rousseau pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans notre pays. Les choses, elles sont très, très claires. Pour la première fois depuis l'indépendance à nos jours, où les choses sont claires. Nous vivons deux logiques. Une logique d'un peuple qui veut tout simplement un changement radical du système. Le peuple, aujourd'hui, ce n'est pas 100, ce n'est pas 1000, ce n'est pas 2000, c'est pratiquement 35 millions d'Algériens. Bon, les autres, bien évidemment, c'est des enfants, etc. Mais le plus important, c'est que nous sommes dans une logique qui est claire, identifiée, et le peuple, il est fidèle à sa logique depuis le 7 février, à savoir un changement radical. Mais quand il y a de l'autre côté, il y a bien évidemment une autre logique qui est la logique du pouvoir ou du système en place. Du moins, c'est les résidus du système. Sa logique, c'est la reproduction. Sa logique, c'est la pérennité. Sa logique, c'est de ne pas perdre le pouvoir. Sa logique, bien évidemment, c'est d'utiliser tous les éléments de la contre-révolution. Les éléments de la contre-révolution, c'est quoi? J'ai dit tout à l'heure, et c'est très clair à identifier, tout le monde le sait d'ailleurs, que les revendications du peuple, elles sont claires. En aucun moment, le peuple algérien a dit Chennine, président de l'APN. En aucun cas, c'est clair, ça englobe tout. Donc maintenant, il faut identifier la contre-révolution. La contre-révolution, elle a commencé par l'utilisation, bien sûr, de la force, de la répression. On l'a constaté depuis pratiquement longtemps. Ça a commencé par l'utilisation et la fermeture d'Alger. Donc les Algériens n'avaient pas l'accès à Alger. Ça a commencé par l'utilisation du drapeau. Ça a commencé bien évidemment par la juridiction, c'est-à-dire au lieu d'y aller directement à une confrontation directe avec le peuple, ils essaient d'utiliser la justice, c'est ce qu'on a constaté. Donc c'est pour cette raison qu'on a dénoncé l'arrestation des militants, des militants d'opinion, etc. Donc beaucoup de détenus d'opinion ont été incarcérés d'une manière
arbitraire parce que pour le système, du moins, qui s'inscrit dans cette logique, bien évidemment, de la contre-révolution, ils ont essayé d'utiliser la juridiction pour qu'ils puissent étouffer le mouvement. Ils ont essayé d'utiliser le madrama dans l'équipe nationale, le tiyarat, etc. Mais le peuple, il est là. J'ai dit pour la première fois dans l'histoire de l'Algérie où le peuple il est en confrontation directe avec les véritables décideurs. Donc le peuple n'est pas prêt. Mais ils ont utilisé, comme vous avez dit tout à l'heure, effectivement je vous rejoins, ils ont utilisé les pseudo-intellectuels, ils ont utilisé les islamistes, ils ont utilisé les résidus du système parce qu'ils sont très nombreux, les ex-ministres, les ex-premiers ministres, ceux qui ont participé bien évidemment à la destruction du pays, ils essayent d'utiliser certains universitaires, ils essayent d'utiliser bien sûr certaines associations satellitaires. D'ailleurs, je vais vous donner un topo qui est clair. Aujourd'hui, ceux qui ont déjà soutenu le 5e mandat, ils sont en train de soutenir les élections présidentielles, qui veut dire tout simplement qu'ils sont en train de soutenir le commandement militaire. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est clair, on ne peut pas être contre l'histoire, on ne peut pas être contre la nature de l'histoire. Il y a 35 millions. Je défie quelqu'un s'il me ramène un modèle d'un peuple qui sort pendant 5 mois. Ce n'est pas des centaines, mais c'est des milliers, avec la même détermination, avec la même organisation, avec le même pacifisme. Des millions, de plus de 30 millions, qui mènent cette révolution pendant pratiquement 5 mois. Donc aucun modèle n'existe au monde, aucune expérience n'a été citée dans le monde, du moins de l'humanité. Restez avec nous, Mahrez Bouch, restez avec nous, Samir Belatesh. Dans le cas où ce régime, justement, s'entête avec cette clientèle dont il parlait Saïd tout à l'heure, d'aller justement vers les élections, les présidentielles. Ce régime a quand même peur, il craint une chose, c'est le boycott. C'est qu'il sait pertinemment que les Algériens n'iront pas justement voter. Très clairement, il n'y aura pas d'élection dans le cadre du système actuel. Les Algériens la refusent. Ils la crient, la matraquent lourdement pendant les manifestations de vendredi, de mardi, de dimanche, etc., etc. De tous les jours. De tous les jours, en fait. Les Algériens refusent complètement le régime. Je pense que les Algériens nous ont signifié d'une manière claire, comme tout le reste, hein, ils sont très clairs, qu'ils ont rompu avec le régime. Elle est évidente. Et effectivement, ça donne cette situation que ça a été décrit depuis tout à l'heure par les invités. Le régime, il a une feuille de route. Le peuple, il a une autre... c'est tout. Il la continue. Là, il essaye de créer avec sa clientèle, soit ancienne clientèle, nouvelle clientèle, ou là, une clientèle recyclée, etc. Et les passions anciennes, justement. Pour qu'on laisse justement... Beaucoup se sont recyclés. Oui, voilà, pour qu'on laisse Chenine se mettre à la tête de l'APN et voter par qui? Par le FLN, par le RND, par le MPA, par le TAJ. Mais le régime, enfin, le vrai pouvoir, le commandement militaire, etc., ils ont la main sur tout, en fait. C'est une sorte de... On est dans une dictature militaire où on a des militaires qui tiennent tout. Ils donnent l'ordre à l'Assemblée nationale l'Assemblée nationale exécute. La même chose pour le Conseil constitutionnel, et j'en passe, c'est des meilleurs. Du coup, voilà, il a sa feuille de route. Il croit, les gens du régime, ils ont une feuille de route. Hein, c'est-à-dire ils veulent quand même s'en sortir, les pauvres, j'allais dire, parce qu'ils croient qu'ils vont reconfigurer la scène politique avec un nouveau, soi-disant, personnel politique, du moins que les Algériens n'ont pas trop vu, etc. Ils veulent reconfigurer la scène politique d'une manière autoritaire, c'est-à-dire que le régime, il n'a pas changé de nature. Il est encore exactement comme il était. D'une manière autoritaire, il va reconfigurer la scène politique. Ils veulent, soi-disant, donner un caractère islamiste à la nouvelle direction ou au nouveau personnel politique. Soi-disant, c'est ce qu'ils appellent, ça désatisfait les revendications de Hirak. Ils le revendiquent plus d'islamistes au pouvoir ou un truc comme ça. Ils sont dans leur bulle, ils sont dans une feuille de route qui n'a rien à voir avec la réalité des Algériens et la réalité des revendications et de la démarche que sont en train de mener les Algériens. Ce n'est pas bon signe pour l'avenir. On espère qu'il va y avoir quand même des gens qui ont un minimum de sagesse, etc., pour essayer de s'adapter, etc. Pour que ça marche, pour que ça donne des résultats, il faut qu'on tienne le maximum possible. Il faut que ça soit... dans le Il faut continuer. Je pense que le peuple, il a compris ça d'une manière très instinctive. Je ne sais pas, les sociologues, etc., nous l'expliqueront peut-être avec leur
je veux dire, rationalité, etc. Qu'est-ce qui fait que le peuple, il a cet instinct-là de mener une révolution et il dégage une façon de faire? Le peuple est en train de nous montrer ce qu'on doit faire, en fait. Et c'est fait d'une manière très massive, à l'échelle nationale, d'une manière ordonnée, coordonnée. C'est impressionnant. Mais c'est comme ça, en fait, on apprend tous les jours. Le peuple algérien est en train de nous montrer le chemin. Tant pis pour le régime qui essaye, dans un truc parallèle, il essaye d'aller, moi je dis, direct le l'oued. Ils sont finissants, c'est un pouvoir qui est fini, etc. Ils sont fous, j'allais dire. Ils sont fous, tout simplement. En espérant qu'ils reviendront à la sagesse, voilà, c'est tout ce qu'on peut espérer. Ils sont dans un scénario suicidaire. Suicidaire, la fuite en avant, on appelle ça. Saïd Aknin, justement, oui. Je veux juste dire que le régime n'a ni religion, ni appartenance idéologique, n'a ni culture, ni conviction. Et puis encore plus grave, que notre drapeau, le nôtre, drapeau algérien, que nous aimons, il y a une dichotomie de définition entre nous et eux. Le vert pour le régime, c'est le dollar. Le blanc, c'est la cocaïne. Et le rouge, c'est le son des Algériens pour continuer à se maintenir. Il y a une différence. Et quand ils brandissent un certain nombre d'appartenances de la société. Et ils utilisent l'étoile aussi, entre guillemets. La religion, là, on a vu même le ministère des Affaires religieuses qui ordonne les mosquées, justement, de parler. En faisant ce qu'on appelle de la pollution symbolique. Essayons d'opposer les bipolarisations stérilisantes. Et là, ils nous ont sorti un concept. C'est pour ça qu'ils ont élu, entre guillemets, de surcroît un appartenant à une obédience sociale. Que veut dire Novembriya Badissia? Dans l'absolu, c'est un oxymore. Pourrions-nous trouver un sens? Mais le sens, il est là. C'est un certain nombre d'appartenances qui traversent la société. Novembriya, ça veut dire les nationalistes. Badissia, ça veut dire les conservateurs. Et c'est pour cela qu'à travers cette tromperie du langage et cette corruption par le langage, on retrouve une assemblée nationale croupion aux ordres du général. Levez-vous, couchez-vous. Qui a voté un de minorité pour nous dire qu'on a satisfait. Alors quelle est la satisfaction? Regardez dans le dernier discours. Et ce dernier discours, M. Gaïd Salah, vous n'êtes pas là pour donner des ordres à la justice. Vous n'êtes pas là pour donner des ordres à la police. Vous n'êtes pas là pour donner des ordres à la gendarmerie. Vous êtes là pour vos missions régaliennes, qui est la défense du territoire et du peuple algérien. Et plus grave encore, il veut nous dicter quel slogan nous allons porter. Eh bien, pour que vous y êtes. Puisque vous y êtes, dites-moi quelle couleur de cheveux je vais avoir et celle de pull que je vais mettre la semaine prochaine. Et je me limiterai à ça. Mais encore plus grave, je serai de bienséance peut-être et bien vu si j'accepterai cette recette du médecin Gaïd, laquelle qui me l'a prescrit. À savoir, il faut prendre une dose le matin de la haine entre Algériens. Une dose le midi d'ignorance de l'INTV. Une dose le soir de l'Hassin Ronjas. Une dose avant de me coucher des intellectuels au rabais. Des intellectuels organiques et qui n'ont d'intellectuels que le nom. Dans notre jargon, nous les appelons les ânes intellectuels, avec tout le respect qu'on doit à cet animal que nous aimons beaucoup. Donc, la dichotomie, elle est là. Maintenant, qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Justement, la contre-révolution, elle n'a pas commencé quand ils ont commencé... la contre-révolution, elle a commencé avec l'article 102.
C'est le début de la contre-révolution. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la contre-histoire, dans l'anti-État, dans l'anti-peuple, dans l'anti-Algérie. L'anti-État, c'est quoi? C'est de ne pas permettre aux institutions de fonctionner le plus normalement du monde et que tout se passe dans l'informel. L'anti-peuple, c'est quoi? C'est de minorer le peuple, de l'infantiliser et de lui dire non, mais toi, tu ne vas pas porter cette pancarte. Medenia Mechi Askaria. On infantilise, on le méprise. L'anti-histoire, la contre-histoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire de remettre en question ce processus historique révolutionnaire qui est porté par le peuple pour, justement, se réapproprier son destin, se réapproprier son pays, se réapproprier ce qui lui appartient et qui est usurpé depuis 1962 à aujourd'hui. Et il s'attaque à 3 éléments qui est les nôtres. Parce que quelles sont nos forces aujourd'hui? C'est l'unité, c'est le pacifisme et c'est la résistance. À l'unité, ils ont essayé de nous opposer les uns aux autres avec leurs instruments de propagande et la naïmisation du débat politique. À chaque fois, avec tous mes respects que je dois à cette arène, dont on ne doit pas citer les descendants du diable, Khulafa ou l'Ahfad de Shaitan, on doit prononcer que le nom des nobles messieurs et dames qui ne sont là que pour, non pas faire de la praventrisme à personne, mais être debout, quelles que soient les circonstances, Sinon, et dire oui et dire non quand les circonstances, elles... Saïd Aknin, sinon aujourd'hui, pour revenir un peu justement à la question posée à Samir, ils sont en train de changer le président de l'APN et ils vont changer, ils vont nous sortir aussi un nouveau président du Sénat, ils vont nous sortir aussi un nouveau responsable à la tête du Conseil constitutionnel, de la Cour d'État. Ils vont faire ça tout doucement. Mais est-ce qu'ils pourront changer la détermination du peuple algérien de ne pas aller justement, de ne pas les accompagner dans leur plan et d'aller vers une Algérie nouvelle, une Algérie des droits de l'homme, une Algérie de la démocratie? Rien ne pourra arrêter un peuple sur le chemin de sa libération. À la lumière des slogans que j'avais humblement entonnés tout au début de l'émission, Scandé aussi. scandé, chanté, et ça se voit Oui. à ma voix, parce que moi, avec le peuple, c'est mon dada. Je me retrouve, je suis heureux, je chante, je danse, je suis un enfant du peuple naturel, je ne cherche pas l'image. On le voit très bien, oui. Je veux être vrai en toutes circonstances. ما رانيش maquillé ou dire le masque ou la nadarble. Enfant du peuple, on reste avec le peuple, on parle. Et d'ailleurs, Alim Sili disait, nous n'avons rien à apprendre à ce peuple, nous apprenons tout de ce peuple. Le peuple algérien est déterminé. Bien sûr qu'ils vont essayer, c'est cette trouif ou Tehdid. Justement, on va arriver parce qu'on a... Bien sûr, ils vont essayer de nous diviser. Bien sûr qu'ils vont... Le peuple, par sa maturité, et moi, ça fait 20 ans que je le dis, que le peuple algérien est un grand peuple. Même au moment où personne ne croyait, moi, je croyais. C'est mon histoire qui est véhiculée par ce peuple. Et c'est notre histoire qu'on véhicule. Donc, qui est parti de rien, qui fait des plateaux de télé, et qui dit ces mots, alors que personne ne pouvait croire. Rien ne pourra arrêter ce peuple. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est dans le vrai. Il sait qu'il est dans le juste. Et encore mieux que ça, le peuple algérien, il s'est tué, il n'a rien à dire. Il n'a rien dit. Quand il s'était dit, si je sors dans la rue, nous allons perdre l'Algérie. Et maintenant, personne ne va arrêter sa voie, son chemin, son cheminement, sa révolution. Maintenant qu'il sait que son silence, avec son silence, on va perdre l'Algérie. Donc, le peuple a choisi le côté de l'Algérie. Le peuple a choisi de défendre cette entité et cette aspiration à la liberté et à la libération. Le peuple est déterminé, il a déjoué tous leurs calculs. Qu'est-ce qui pourra arrêter un peuple aussi conscient qui dit vous n'allez pas nous manipuler avec le foot?
كي دي vous n'allez pas nous diviser نعربوا القبائل خوا خوا كي دي ما تشريوناش كي دي تنحوا كاع صراو اللي صرا كي دي الجزائر كبيره اغلى علينا كي دي وما تفناش الجيري لا تزول الجزائر لا تزول بزوال الرجال والجزائر لا تزول بالخدامه نتاعهم علاه باسكو لو بيبل الجيريان il est là le peuple algérien il est debout le peuple Hussein Il faut qu'on avance voilà. parce qu'on a deux On va autres avancer. sujets. Oui. On va avancer, regarde, hein, c'est des trucs très simples. Parce que eux, ils jouent sur le temps, ils essaient. قبل رمضان كاين البعض يقولوا لنا on a peur peut-être رمضان يفشلوا يعياو رمضان ولا ماشي رمضان ما نمشيوش بالبوطون ديالنا on marche avec nos pieds avec nos cerveaux. Le peuple algérien, il était là, صامد ثابت, il était résistant في رمضان. جاء الصيف قالوا لنا في توغورت 50 درجة تحت الظل، كيفاه يخرجوا الناس تاع توغورت؟ ما يعرفوش باللي الناس تاع توغورت والناس تاع الواد والناس تاع نعامة والناس تاع الجلفة والناس تاع تندوف والناس هم جزائريين. والجزائري عنده خصائص، من بين خصائص الجزائريين اولا حب الوطن، سعيد فتح لي جوستومون لا ريزيستونس، ثالثا الصمود. Saïd, justement, vous me donnez l'occasion d'aller direct dans le sud. On va écouter cette dame. Il y a un jeune, justement, de nos concitoyens du sud. Et après, on continue. السلام عليكم خوتنا وحبابنا. هذا الله يتكلم معاكم ولد الجنوب وعنده الغيرة على الجنوب، مالغري الحقرة اللي حقرينا ومالغري التهميش ومالغري الكهرباء اللي قطعوها في السخانة ولا خدمة لا والو، بصح نبغوا بلادنا، نموتوا على هاد العلم. حنا نبغوا بلادنا، حنا نموتوا على بلادنا، حنا نعشقوا في بلادنا، بصح بغيناكم تحسوا بينا، بغيناكم تشوفوا فينا، بغيناكم تقيمونا، بغيناكم تحسوا بينا، بغيناكم تحسوا بينا. رانا نعانوا، اقسم بالله العلي العظيم لا رانا نعانوا في بشار واضرار وحسي مسعود واليزي، كاع هاد الولايات نتاع الجنوب راهم يعانوا. حنا رانا ابناء الوطن، حنا ثاني جدودنا ماتوا على هاد البلاد. Et on va regarder ensemble cette courageuse dame aussi, Abla, comment elle a dénoncé le régime. نص الصحراء ما عندهمش السهم، وإلا عطاوه السهم يعرفوا على من يقسموه. ما يغيظكمش الحال يا شباب الصحراء ويا شباب تقول نفرحوا لمنتخبنا باذن الله هنا. نقول للناس الصحراء وقتاه ساهمونا هادو، وين كانت تبعث لي طائرات هذه وين كانت وهي الجزائر كامل عندها 60 سنه محقوره؟ وين كانت هذه الطائرات وهو الجنوب مردوم؟ وين كانت الطائرات هذه ملي كان العياش يموت في جعبه رغم انها بلاد طائرات وحفارات؟ وين كانت هذه الطائرات ملي كانت 257 كبده تحرقت؟ وين كانت امام دموع الامهات هذه؟ وين راهي الطائرات ولادنا يموتوا على ضلفه في البحر على لوحه؟ وين راهي الطائرات هذه؟ تحوسوا تبعدونا على قضايانا وتلعبوا بينا وتدونا باش تفرغوا الجزائر ويفرغ الحراك، تحوسوا تحرفوا القضيه اللي دخلتوا فيها وشتتوها. بالفعل دخلتوا في الحراك وضعفتوه، تحوسوا نفس اللعبه اللي تلعبت في درمان. Samir Belatesh, un commentaire? Difficile de commenter ça, mais c'est vrai que les gens du Sud, qui souffrent énormément. Ce genre d'alerte et tout, on les a depuis des années déjà grâce à l'Internet, Facebook et tout. Les gens, ils nous montrent les situations dans lesquelles ils vivent dans le Sud. C'est terrible. Ce n'est pas la peine de tout décrire, mais c'est inacceptable. Les hôpitaux, souvent, ils n'ont pas d'hôpitaux. Généralement, ils n'ont pas d'ambulance. Enfin, ça manque de moyens graves. Les coupures d'électricité en plein été, alors qu'il fait du 45-50 degrés. La souffrance, en fait, gravissime. Je pense que le régime, il fait souffrir les Algériens graves, les gens du Sud un peu plus que les gens du Nord. Et ça ne doit pas, c'est inacceptable.
on est solidaire avec eux, en fait. Cela nous emmène, Samir, à parler aussi du volet économique, parce que ce régime, c'est vrai qu'il vit une crise politique, comme il le déclare d'ailleurs, lui. Hein. Il appelle ça crise, voilà. exactement. Eux, ils appellent ça crise. Les Algériens sont en pleine révolution du sourire, d'ailleurs. Parlant justement de leur crise, on a parlé cette semaine de l'effondrement des devises face au dinar. Bien sûr, c'était d'une publicité mensongère. Ça n'a jamais été le cas. Donc le régime traverse cette crise justement sur plusieurs plans. Exactement. En fait, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, en fait. Le régime est à bout de souffle, il a détruit le pays. C'est pour ça que les Algériens sont sortis avec une détermination extraordinaire, parce qu'il n'y a pas mieux que les Algériens, notamment les Algériens de l'intérieur, ceux qui vivent ça au quotidien, ils comprennent très bien le danger dans lequel vit notre pays. Ils veulent que ça change. Effectivement, le régime n'a ni les moyens, ni tant que dans le temps, pendant peut-être une dizaine d'années ou peut-être un peu moins, le prix du pétrole était important, donc ils ont pu s'en sortir, ils ont pu offrir des appartements par-ci, par-là, s'acheter une clientèle, etc. Mais ça c'était avant, ça ne tiendra pas longtemps. Je pense que toutes les prévisions économiques disent que ça ne tiendra pas longtemps, notamment par les réserves de change qui sont déjà finies quasiment. Donc voilà, en fait, le régime, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pour ça qu'il faut absolument le changer. Justement, c'est l'échec et l'incompétence de ce gouvernement, ce qu'ils appellent le gouvernement provisoire, là, enfin temporaire, justement, sur tous les plans. Non, le régime, c'est la faillite légitime, totale. bien sûr, le régime des ministres ne sort même pas. Moi, j'ai envie de dire, Hussein, moi, j'ai envie de dire, de rappeler un truc qui, moi, me semble fondamental, c'est que le régime est un régime militaire, depuis 1962 d'ailleurs, et ce régime-là a tout détruit. Il faut mettre ces gens-là devant leurs responsabilités, responsabilité historique et tout. Les Algériens ne sont pas bêtes, ou ne sont pas inconscients ou désinformés ou pas informés à propos de la situation. Le Hukam Hadou, c'est des militaires. Que ce soit le militaire X ou le militaire Y, mais c'est des militaires. Et ces gens-là, désolé de le dire, ils ont mené le pays vers la ruine, ils n'ont rien fait. Ces gens-là, peut-être qu'ils ont enrichi certaines castes, ils ont protégé les intérêts des puissances internationales dans la région. Ils ont été leur instrument dans la région. Ils se sont enrichis eux-mêmes, leurs personnes, leurs familles, leurs enfants. Par contre, le pays, ils l'ont détruit. On n'a qu'à voir les cris, les appels de secours des gens du Sud, dans quelle misère ils vivent. On n'a qu'à voir les jeunes qui traversent les frontières, qui marchent à pied de l'Algérie jusqu'en Europe, en traversant des pays des fois en guerre. Et pour beaucoup, ils sont morts dans l'anonymat total. Les jeunes, ils plongent dans la mer pour fuir le pays. Donc, ces gens-là, ils ont raté. C'est des ratés, on va dire. C'est des ratés. Il faut que ça change, en fait. Il faut dire les choses comme elles sont. Saïd, un petit mot par rapport à ça, parce qu'on a un autre sujet, celui du terrorisme, justement. En effet, il y a des disparités économiques, mais ce sont des disparités économiques qui sont dues à la désingestion du pays. Sinon, dans toutes les formes, dans toutes les économies mondiales, il y a un principe en économie qu'on appelle la péréquation économique. Associons à cela la péréquation sociale. Et moi, nous les humanistes, nous parlons beaucoup plus de la péréquation humaine. La péréquation économique, c'est un principe très simple, c'est la correction des inégalités. Mais il y a un espace complètement oublié, complètement délaissé, alors qu'il est le poumon économique. Le sud algérien n'intéresse le régime que pour pomper le pétrole, le gaz, le vendre et s'enrichir sur le dos du peuple. Sinon, rien ne les intéresserait, sinon l'Ayachi ne serait pas mort à l'intérieur du puits. Est-ce que ce pouvoir, ce régime, ou la Isaba, comme il l'appelle Gaïd Salah, est capable de faire des réformes économiques sans passer préalablement par des réformes politiques? Absolument pas. En tout cas, ceux qui ont participé à la destruction du pays en mettant en péril le pays, ils ne peuvent pas le reconstruire. Ils ne peuvent pas reconstruire le pays. Ils n'ont ni le génie, ils n'ont ni les compétences, ils n'ont ni la volonté. Moi, je pense qu'il faut analyser les choses convenablement. Aujourd'hui, ceux qui ont géré le pays sont encore là et
les conditions historiques et économiques et politiques qui ont tout le temps reproduit l'échec, ils sont aussi des conditions reproduites par le système en place. On n'a pas changé le système encore. Et puis, chaque développement, c'est pas moi qui le dis, c'est des sociologues et des philosophes et encore des économistes. Un développement, ça ne vient pas d'une journée à une autre, c'est un processus historique. Et il a besoin des conditions nécessaires et sine qua non. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on parle un peu du sud algérien, moi, j'en vais en témoigner. Si on est tout le pays en étant militant des droits de l'homme, j'ai vu des inégalités affreuses, bien évidemment, à Bir Sidi Chir, à Tougourt, à Gardaya, à Tamnarasot, à Adrar. Mais il faut avoir le courage aussi de le dire, c'est les mêmes inégalités qui existent aussi au nord. Hein, les mêmes conditions. Bon, ce n'est pas les mêmes conditions géographiques, certes, mais c'est les mêmes conditions socio-économiques. Hein. Quand tu parles, par exemple, à Bab el Oued, c'est les mêmes conditions que j'ai remarquées, bien évidemment, ailleurs. Donc, ce qui fait, je l'ai dit plusieurs fois aussi, en disant que la chose la mieux partagée par les Algériens par le pouvoir, hein, c'est l'injustice. L'injustice a été distribuée. Maher Zbouich, excusez-moi, mais juste pour avancer un petit peu, pourquoi justement rajouter le mensonge à l'injustice? Des experts parlent d'un effondrement qui va continuer, notamment parce que le gouvernement temporaire ne prend pas de dispositions d'ordre économique, justement. Pourquoi continuer dans ce mensonge? Parce que il faut se poser la question pourquoi les véritables décideurs, en l'occurrence le commandement militaire, il veut imposer aux Algériennes et aux Algériens les élections présidentielles sans pour autant passer par une transition démocratique ou par un processus constituant. C'est parce qu'il veut revenir à son rôle historique, c'est-à-dire se cacher derrière les politiques et que tous les échecs ils sont soi-disant la responsabilité des politiques, entre guillemets. Donc ce qui fait aujourd'hui le mensonge, il est là, mais c'est un mensonge qui dure depuis 1962. Il ne faut pas oublier combien de réformes économiques qui n'ont pas contribué à une croissance économique. Il ne faut pas oublier combien de réformes, soi-disant, adoptées par les clans du pouvoir, des réformes économiques ou sociales ou juridiques qui n'ont pas abouti à l'avènement d'un état de droit ou à un avènement d'une économie diversifiée ou d'un peuple qui dispose de ses droits et ses moyens. Moi, je pense qu'il est clair et net de le dire aujourd'hui. La malédiction de l'Algérie et du peuple algérien, c'est qu'elle a été tout le temps gouvernée par des gens incompétents. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Du deux, on a été tout le temps gouverné par des gens qui ne pensent pas réellement ni à la modernité, ni au progrès, ni au développement social, ni à la prise en charge des préoccupations sociales. Mais c'est des gens qui ont tout le temps fait dans la reproduction des conditions historiques qui ont donné la naissance au pouvoir, c'est-à-dire sa pérennité. Il ne faut pas oublier aussi que la seule préoccupation, je le dis, je le redis, la seule préoccupation du clan du pouvoir et du commandement militaire, c'est de faire dans les rapports de force pour internes, bien évidemment, que ce soit avec les clans internes, que ce soit avec, bien sûr, les puissances internationales, des rapports de force qui peuvent permettre justement au commandement militaire de rester au pouvoir et soi-disant au relais du commandement militaire de rester aussi au pouvoir. Donc, quand on fait dans les rapports de force, quand on cherche les rapports de force, bien évidemment, on constate un déséquilibre régional. On constate qu'aujourd'hui, le chômage, il atteint bien évidemment les 29%, 30%. On constate bien sûr un marasme social. Et après, quand j'ai été à l'Bib Sidi Chir, j'ai eu une crise parce que j'ai vu quelque chose d'incroyable. J'ai vu dans une maternité 5 femmes, ces femmes qui attendaient l'accouchement dans une situation terrible. J'en ai discuté déjà avec des militants de droits de l'homme, mais c'est la même situation que j'ai vue à Tamanarasset, et c'est la même situation que j'ai vue moi personnellement à Khanchla. Donc ce qui fait, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'ils ont fait pour cette Algérie? D'ailleurs, si tu me permets, Houssine, c'est important. Pourquoi le peuple algérien est sorti, bien sûr, c'est-à-dire manifester? C'est pas parce qu'il n'avait pas de temps ou il avait du temps. Non, il est sorti manifester tout simplement parce qu'il était victime depuis 1962 à nos jours d'un système autoritaire, d'un système dictatorial, d'un système méprisant, d'un système paranoïaque,
d'un système affreux, mais aussi il est sorti parce que c'est un peuple qui a trop souffert. Le peuple algérien est peut-être l'un des rares peuples au monde qui a trop souffert, et pourtant il a tous les moyens et toutes les conditions de son développement et de son super développement. Mais malheureusement, comme je viens de le dire à l'instant, elle a été tout le temps gérée par des gens méprisants, des gens autoritaires. Qu'est-ce qu'il cherche l'Algérien aujourd'hui? Il cherche la dignité, il cherche la liberté, il cherche la démocratie, il cherche le développement, il cherche le progrès, il cherche une université digne, un hôpital digne, il cherche une ville Restez digne. avec nous, Mahrez Bouch. Restez avec nous. On doit avancer un petit peu. Désolé, les amis. Il y a un autre sujet qui nous attend. Il y a un sujet un peu très important aussi. C'est celui du terrorisme. Les relais du général de corps armée de Gaïd Salah révèlent qu'un groupe terroriste a été arrêté à Batna. Et pour menacer justement le Hirak et la sécurité du Hirak. Alors nous, on ne dit pas que c'est mensonge, l'information, bien sûr. On l'apprend. Voilà, c'est une information. J'allais dire, Oui. on l'apprend tel Nous, on quel. se pose des questions, l'apprend avec des voilà, pincettes. comme des Algériens, oui. Oui, et puis ce n'est pas la première fois. Vous savez, depuis déjà les années 90, les services de sécurité ont le monopole sur ce type d'informations. Donc ces informations valent ce qu'elles valent. Il faut les prendre, à mon avis, au sérieux. Mais ne pas On se pose des oublier... questions. Par exemple, Ouais. Samir, dans le communiqué, il parle les enquêtes ou l'arrestation menées entre le 3 et le 7 juillet 2019. Et vous avez le communiqué qui sort le 14, 10 jours après. C'est normal de se poser des questions. Oui, il y a de quoi, bien sûr. Et puis, il y a moyen, je ne sais pas, moi je m'adresse aux journalistes, il y a moyen d'aller contrôler ce type d'informations. Là-bas, c'est impossible. Voilà, comme celle des années 90. On nous annonçait des choses liées aux sécuritaires et tous les journalistes savent qu'on ne peut pas les contrôler On ni les reçoit des vérifier. communiqués, c'est tout. Point barre, en fait. Et il ne faut pas tenir tête au colonel du coin, etc. etc. Du coup, ces informations valent ce qu'elles valent. Par contre, on peut en faire, à mon avis, une interprétation politique. Bien On sûr. peut se poser des questions sur l'interprétation politique qu'on pourrait faire de ce type d'annonce. Nous savons que cette problématique du terrorisme qu'ils ont appelé résiduel a été maintenue pendant des années avec un niveau plus ou moins élevé selon les conjonctures politiques. On a vu, on a constaté à travers le temps que quand le régime est en difficulté, on a droit à des actes terroristes ou à des annonces plus ou moins terrorisantes de la population. Peut-être que nous sommes... À l'approche de toutes les élections aussi. Voilà, exactement. Peut-être que nous sommes dans cette situation-là. Il y a de quoi se poser des questions, effectivement. Est-ce que le régime... je pense que se pose la question de la violence du régime vis-à-vis du peuple algérien qui manifeste pour sa liberté, pour un état de droit, pour un véritable changement, etc. Moi, je dis que le Est-ce que ça régime... pourrait être un avant-goût de la réaction du régime le vendredi prochain? Ça pourrait être ça, Inch'Allah. Non, hein, Inch'Allah, ils vont rester sages, ils ne vont pas aller encore vers plus d'aventures. Je pense que les aventures de l'armée par le passé, elles ont coûté très très cher, notamment aux militaires d'abord, et on déplore ça. Du coup, on espère que ce n'est pas ce type de solution qu'ils vont choisir. Je pense que le régime, il est dans la contre-révolution, en fait. Il est face à un peuple qui se révolte profondément sur des questions fondamentales de changement. Et le régime en face, il est dans la contre-révolution. Ce type d'annonce peut être un bout de la contre-révolution pour terroriser les Algériens, leur faire peur. Mais il n'y a pas que ça comme contre-révolution. On a rappelé depuis tout à l'heure ce qu'était la contre-révolution, la répression, les tentatives de division, le fait d'essayer de se créer une nouvelle façade politique et un nouveau personnel politique. Une tentative de division sur les questions idéologiques, alors que le peuple les rejette complètement, ces divisions-là. Et donc voilà, le régime, il est dans la contre-révolution. Cette annonce-là de fait terroriste, c'est probablement dans ce cadre-là que c'est fait. Saïd Aknin, ces jeunes arrêtés ne sont pas des terroristes. C'est ce que dit le communiqué. Ça veut dire que l'enquête est encore en cours. Pourquoi alors parler aujourd'hui? Vous savez, quand on veut maquiller une injustice, on lui fait une couverture juridique. Quand on veut maquiller l'oppression, on lui donne une couverture sécuritaire. Mais d'où vient cet état d'esprit? Justement, le peuple algérien, il a dit « système dégage ». Ça veut dire quoi?
ce système qui est alimenté par la culture autoritaire. Et la culture autoritaire, c'est un certain nombre d'attributs, dont l'ignorance, dont le déni, dont l'injustice, dont la violence. Et justement, ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, me semble-t-il, avoir lu dans la revue Le Djish, Ouais. en 2014, juste après s'être débarrassé de celui qui devrait être traité pour crime de guerre et crime contre l'humanité, Tawfiq. J'avais lu dans la revue Le Djish ceci. Depuis la restructuration des services de sécurité, le nombre d'actes terroristes a baissé, allant jusqu'à dire qu'on est arrivé à terme. C'est juste une façon voilée de dire que le terrorisme, il est géré par Tawfiq. Voici ce que ça voulait dire. Maintenant, Tawfiq est en prison. Et Tawfiq est un système. Et ceux qui l'ont remplacé ont appris à Tawfiq. Est-ce qu'ils ne vont pas encore une fois nous agiter le spectre terroriste pour arriver à terme de notre révolution? Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas la volonté de donner une autre réponse à notre révolution, si ce n'est une réponse sécuritaire. C'est pour cette raison que je dis leur état d'esprit, c'est un état d'esprit sécuritaire qui ne fonctionne que dans la spirale de la violence et de la répression. Violence, répression. Ils ne peuvent pas donner d'autres réponses. Est-ce qu'aujourd'hui, ils peuvent donner des réponses pour ceux qui ont des frontières cognitives, des réponses économiques? Non. Est-ce qu'ils peuvent donner des réponses démocratiques? Non. Est-ce qu'ils peuvent donner des réponses sociales? Non. Ils ne montrent du moins aucune volonté. Mais aussi, pourquoi qu'ils utilisent ces spectres? Parce que les lois d'exception, elles sont toujours en vigueur. Et c'est pour cette raison que nous disons nous pouvons y aller à aucune autre solution si on n'y va pas vers une transition. Parce qu'avec la transition, nous allons remettre en question toutes ces lois, d'exception. Et les lois d'exception, c'est quoi? Aujourd'hui, il suffit de dire que Saïd ou Samir est un terroriste. Ça y est, c'est bon. Ah oui, c'est bon, et ils c'est vont réglé. nous faire disparaître. Oui. On va rajouter aux 20 000. Donc ces lois d'exception, elles n'ont plus lieu d'être. Pourquoi? Dans le peuple algérien. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que la première sécurité de l'Algérie, c'est le peuple algérien. Vous savez, une armée, son soutien du peuple, un régime illégitime, c'est le premier élément de vulnérabilité et qui expose le pays à tous les dangers extérieurs et intérieurs. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément. Pourquoi maintenant? Oui, Et à qui profite le crime? oui, c'était ma question. À qui Pourquoi profite? maintenant? Parce que aujourd'hui, ils sont paniqués. Ils ont essayé par tous les moyens. Ils ont essayé tous les moyens de la contre-révolution, comme disait tout à l'heure mon ami Samir, le Trouif wa Tarhib. Et là, justement, cette annonce, elle est venue juste après le discours du commandement militaire et de son porte-parole, Gaïd Salah. C'est venu juste après pour dire, voici, faites attention, on peut éventuellement On a toujours passer une carte. à exécution. Nous avons une carte entre nos mains, Ouais. mais ils n'ont plus de carte. Ils n'ont plus de carte. Vous savez, ce régime, il a utilisé le terrorisme économique contre le pays. Le taux de chômage des jeunes aujourd'hui est à plus de 30%. Quand ils avaient 1000 milliards, ils n'ont rien fait. Aujourd'hui, les caisses vides, ils ne vont rien faire. Ils ont utilisé le terrorisme culturel. Combien de cinémas, combien de trucs qui travaillent au pays aujourd'hui? Il n'y a rien du tout. Ils ont utilisé le terrorisme sécuritaire. Ouais. Et aujourd'hui, les langues se délient. Il y a des anciens militaires, il y a tout le monde, le terrorisme pédagogique. Et d'ailleurs, Gaïd Salah, il a du courage. عنده كلمة. هذا راجل هذا. يخرج لنا الدوسيي تاع قتل بوضياف
يخرج لنا الدوسيي تاع 200 ألف قتيل، يخرج لنا الدوسيي تاع 20 ألف مختطف، يخرج لنا الدوسيي تاع قتل معطوب والناس، تاع بوذياف، تاع حشاني، تاع 128 اللي قتلوهم في بلاد قبايل، تاع 50 اللي قتلوهم هذا هو الرجل. ما يقولوش علينا كاين تيروريزم. وين كاين تيروريزم؟ Il n'y a de terroristes que le régime. On va quand même donner la parole à Mahrez Bouich, mais avant, on a un petit graphique à passer. دولة مدنية ماشي عسكرية. Samir Belatache, la question qui a été posée justement dans ce graphique, c'était à qui profite le terrorisme? On se demande, ouais. On se demande à qui profite le terrorisme. On espère que le mukhatetin تاع النظام, les architectes, ceux qui sont dans les services de renseignement, etc., j'espère qu'ils ne vont pas opter pour ce genre de solution. Je pense, moi, franchement, je pense qu'une bonne partie d'entre eux qui sont في القيادة, etc., ils ont à peu près mon âge là, plus ou moins la cinquantaine, etc. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont 85 ans et tout, les دايرين عليهم دراع, mais عندهم des colonels et tout qui sont à peu près de notre génération. Et franchement, on ne peut que leur demander de la sagesse, parce que c'est quand même des gens que, pour la plupart, qui sont à ces postes-là, ils ont fait des études, ils ont vu le monde, etc. En plus, maintenant, plus rien ne peut se cacher. Le monde est devenu une sorte de petit village où tu sais tout ce qui se passe dans le monde. Tu peux aller contrôler toi-même toutes les informations, c'est fini. On ne peut plus faire de propagande. Kimara Midero, par exemple, ils sont dans la logique dictatoriale des années 70. Ils croient qu'avec une propagande à 2 balles, tu vas manipuler un peuple. Tu ne peux plus les manipuler, les gens. Et on ne peut que leur demander de la sagesse. Je pense, juste cette phrase, la sagesse, c'est que c'est possible de faire une transition salissable, calme, sans chaos, en douceur. C'est possible. Il faut un peu de bonne volonté. Les Algériens ne sont pas dans la logique de vengeance et ils ne veulent pas exécuter les gens. C'est faisable, on ne peut que s'adresser à eux et leur dire un peu de sagesse. Je pense que c'est faisable, nous pouvons le faire. Notre pays le mérite. Saïd, pour beaucoup, la carte du terrorisme est peut-être l'ultime carte qui reste au régime. Vous savez, il se retournera contre eux. Il n'y a aucune carte aujourd'hui qu'ils peuvent utiliser contre le peuple et sa volonté. Il n'y a aucune carte, d'autant plus qu'aujourd'hui, disait Samir tout à l'heure, qu'il y aura, et là je suis convaincu, qu'il y aura, y compris dans les institutions, des hommes et des femmes d'honneur et de dignité, qui diront, mais non, ce grand peuple, cette merveille du monde,
C'est ceux qui sont là au Pharaon et qui font vibrer nos cœurs, qui nous rendent heureux tous les jours, qui nettoient les rues, qui sont Silmia, qui sont... il faut les laisser tranquilles. Ils ne veulent pas autre chose que la paix, que l'amour. Il y aura des hommes et des femmes toujours qui prendront le côté du peuple. Et cette fois-ci aussi, c'est flagrant. Parce que dans les années 90, ils ont trouvé à qui coller le terrorisme. Aujourd'hui, ils vont le coller à qui ? Ils vont le mettre entre les... Sauf, effectivement, si ils montent quelque chose avec un pays étranger, comme ils ont essayé à un certain moment de nous faire croire Haftar, alors que Haftar, l'Algérie, le dernier des Algériens, il va tousser, il va lui faire un arrêt cardiaque à Haftar. C'est quoi Haftar? C'est rien du tout, c'est peanut, c'est rien. Même si il est soutenu par un certain nombre de pays. Maintenant, Hussein. Oui. Wallah, Hussein. Ce soir, on veut que l'Algérie gagne. Inch'Allah. On prie pour que l'Algérie gagne. C'est-à-dire, moi, je suis dans le match. Moi, je suis à fond dans le match. On gagne, on remporte la coupe. On va danser, on va chanter, on va célébrer avec ça. Justement, avec cette victoire. C'est-à-dire, pour moi, la victoire n'est pas une obsession. Il gagne ou il ne gagne pas, c'est un miracle. C'est fini. Il gagne ou il ne gagne pas, c'est un miracle. On est parti dans l'amour, dans la joie. C'est fini la tristesse. C'est la révolution du sourire. Exactement. La tristesse, maintenant, elle est sur leur visage. Qui les chab, on dirait qu'ils se dirigent vers l'enfer. رانا زاين رانا بيان راني à l'aise رانا مع الخضراء وان شاء الله يربحوا هذا ما كان. Un dernier mot pour l'hiver. La même chose. Je pense que les Algériens méritent de gagner. Ils sont en train de faire beaucoup d'efforts. Ils méritent de gagner. Ouais. On va finir par cette belle phrase de Jamal Zanet, justement pour lui faire un petit coucou par rapport à son interview d'aujourd'hui qui était juste magistrale. La dictature n'a pas de préférence pour un drapeau, un territoire ou une population. Elle est équitable dans ses mépris et ses violences. Merci à tous. Cette émission arrive à sa fin. Salam alaikum. 1, 2, 3. Vive l'Algérie. Salam alaikum. يعطيكم الصحة.